Nous allons ouvrir un autre chapitre, c'est celui des excuses de ce président iranien. Vous savez que le président, hier, le président d'Iran a présenté ses excuses dans un contexte très particulier. En général, quand la présidence de la République islamique d'Iran prend la parole, ou le guide suprême, dans des contextes très, très rares, il y a un décorum. C'est une république qui est attachée à un décorum, à des éléments comme ça, culturels, historiques, idéologiques. Et là, c'était totalement différent. Dans un contexte totalement dénudé, avec un portrait de l'ayatollah Khamenei disparu la semaine dernière où il était jeune, voilà. Le président Massoud Pezeshkian s'est présenté avec cette tenue inhabituelle, dans une, je dirais assis, je ne veux pas dire vautré, mais enfin assis très simplement, voilà, pas de décorum. Et là, il a présenté, ce président, eh bien, des excuses en son nom, pas au nom de la République islamique d'Iran, des excuses aux pays, aux monarchies sunnites, musulmanes, qui l'entourent et qu'il a bombardé, que l'Iran a bombardé. Alors il s'agit de Bahreïn, il s'agit de Dubaï, enfin il s'agit des Émirats arabes unis, il s'agit du Qatar. Écoutez ces excuses très étranges, venues d'ailleurs en quelque sorte. Je tiens à présenter mes excuses aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran en mon nom personnel. Ce qui s'est passé, c'est que nos commandants et notre chef ont perdu la vie à la suite de cette agression barbare. À partir de maintenant, les forces armées ne doivent plus attaquer les pays voisins, ni tirer des missiles sur eux, à moins que nous ne soyons attaqués depuis ces pays. Je pense que nous devons résoudre cette question par la voie diplomatique. Tout à fait étrange. J'avais vu la vidéo, non mais il y avait une plante verte, un vieux portrait posé sur une chaise à côté, et cette tenue, espèce de saharienne bleue, un peu délavée. C'est quand même le président de la République islamique d'Iran. Alors justement, on est avec Pierre Barbin, qui est à Dubaï, notre journaliste envoyé spécial à Dubaï. Et alors, je crois, Pierre, je ne dis pas de bêtises quand je dis que quasiment concomitamment à ces excuses, ou peut-être même un peu après, eh bien Dubaï était frappé par la République islamique d'Iran. C'est bien ça, Pierre ? Oui, quasiment dans le même temps, puisque ce matin, un drone s'est abattu à proximité de l'aéroport international de Dubaï, ce qui a engendré bien évidemment de nombreuses conséquences. Le trafic, qui est déjà partiel, a été suspendu avant de reprendre quelques instants plus tard. Mais c'est vrai donc qu'il y a eu de nouveau des attaques ici à Dubaï et aux Émirats arabes unis. D'ailleurs, les autorités du pays ont communiqué comme elles le font quotidiennement. Aujourd'hui, 15 missiles et 119 drones ont visé le pays entier. La très grande majorité de ces missiles et drones ont été abattus par la défense antiaérienne, mais il y a donc des attaques iraniennes qui se poursuivent. C'est le cas depuis plus d'une semaine maintenant. Depuis une semaine maintenant et le début de cette guerre. D'ailleurs, les Émirats arabes unis sont une cible de choix, entre guillemets, pour l'Iran, puisqu'en une semaine, 1300 drones et 230 missiles ont visé les Émirats arabes unis. Là aussi, la grande majorité d'entre eux ont été détruits. Voilà ce que l'on sait pour le moment, ce que l'on peut dire. On verra dans les minutes ou dans les heures qui viennent s'il y a de nouvelles attaques contre les Émirats arabes unis et surtout contre Dubaï ici. Merci Pierre Barbin. Pierre, je vous prie de m'excuser. Parfois dans la vie, il y a des moments où on a une attention limitée et la régie me parlait dans l'oreillette pour savoir ce qu'on allait programmer dans les prochaines minutes. Il y a des éléments nouveaux, mesdames, messieurs, dont je vais vous parler. C'est pour ça que j'en parlais avec la régie. Et je ne sais pas si vous m'avez parlé des Français qui sont un peu en déshérence dans les aéroports de ces pétromonarchies, là, Dubaï, à Doha, etc. Si vous n'avez... Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus ?
Oui, alors j'en ai pas parlé d'ailleurs dans ma précédente intervention, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce qu'on le sait qu'il y a environ 5000 Français qui cherchent presque à tout prix à quitter le Moyen-Orient. On sait qu'il y a des vols de rapatriement qui sont théoriquement effectués par la France, notamment via Air France, mais on se souvient de ce vol qui avait dû faire demi-tour justement à cause de tirs de missiles. Beaucoup sont encore dans l'attente parce qu'en fait, il faut préciser qu'il y a bien évidemment les expatriés, certains qui veulent rentrer, certains qui étaient en vacances à Dubaï, mais il y en a aussi qui étaient par exemple en transit dans les aéroports, soit de Dubaï, soit d'Abu Dhabi, soit dans d'autres pays, à Doha par exemple. Et c'est vrai que c'est très compliqué de rester ici parce que c'est coûteux, l'hôtel, il faut vivre, on attend, certains devaient reprendre le travail, donc certains cherchent à tout prix à quitter le pays, mais c'est toujours aussi compliqué parce qu'il y a une reprise partielle du trafic et surtout il y a des désagréments comme ça on a pu le voir ce matin avec la suspension du trafic justement à cause de ce drone iranien. Il y a plusieurs voies de secours, entre guillemets, pour quitter notamment les Émirats Arabes Unis, passer par Oman, rejoindre l'aéroport de Mascate, mais c'est très long et c'est très coûteux. Il y a une autre option, aller en direction de Riyad, en Arabie Saoudite, toujours bien évidemment en voiture, mais là aussi c'est encore plus long et c'est aussi très coûteux, donc ça freine beaucoup de Français à le faire. Merci Pierre Barbin pour ce point. Soyez prudents, je me tourne vers vous, Général Durieux. Bon, pendant que la République islamique d'Iran présente ses excuses, ou plutôt le président de la République présente ses excuses au pays qu'il frappe, il frappe concomitamment. Alors ça, Dubaï, ça veut quand même dire que c'est, il y a pas de commandant, il y a pas de pilote dans l'avion. Hein. Non, mais alors ça, c'est effectivement, c'est très intéressant. Disons que à ce stade, on peut peut-être laisser une sorte de bénéfice du doute en disant, il s'exprime, mais les ordres n'ont pas encore été transmis. Ce qui va être intéressant, c'est dans les 48 prochaines heures d'observer si effectivement il y a ou pas une diminution, voire une cessation des frappes sur ces pays du Golfe. Mais attendez. Ou bien peut-être sur certains d'entre eux seulement. Ouais. Et là, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de gouvernance stratégique qui est encore en place. Et si ce n'est pas le cas, à l'évidence, ça voudrait dire qu'il y a un minimum du tirage entre les différentes instances qui, aujourd'hui, continuent à donner des ordres. Ouais. Il y a aussi des gens un peu cyniques qui disent, bon, bah, attendez, ils n'ont plus d'armes. Voilà, ils ont perdu beaucoup de missiles, les stocks se sont appauvris, et donc ils vont tirer un peu moins, donc ils présentent, la mariée est plus jolie, ainsi présentée, quoi, si je puis dire. Peut-être. Ça serait assez astucieux. Quelle est votre lecture, vous, Martine Gozlan, vous qui connaissez bien la région, pour y avoir travaillé, pour avoir analysé ces problématiques, qu'est-ce que peut signifier pour vous ces excuses qu'on trouve, nous, assez surréalistes, du président de la République islamique d'Iran à des pays qu'il est en train de bombarder et qu'il a même bombardé au moment où il s'excusait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je me suis dit, c'est peut-être pour ne pas désespérer la rue arabe, comme on dit toujours, pour dire toutes les opinions publiques musulmanes du monde qui se disent voilà un pays musulman, chiite, qui bombarde ses voisins. Voilà, peut-être c'est une façon de dire on vous bombarde, mais on en a gros sur la patate parce qu'on n'est pas content de le faire. Et si on le fait, c'est parce qu'il y a des bases américaines chez vous, mais vraiment on le fait, mais on n'a pas envie de le faire. Comment expliquer ça ? D'abord, il préside quoi ? Je dirais, où est-il ? C'est vrai que le décorum, vous l'avez souligné, est assez rudimentaire. Il est où ? Il est dans un tunnel, il est dans un bunker enterré. Bon, et ensuite, effectivement, il peut très bien y avoir une espèce de ça a disjoncté entre les différents centres de commandement. Et c'est ce que j'ai rappelé un petit peu plus tôt en parlant de la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères qui est venu très tôt cette semaine, disant qu'il comprenait pas pourquoi ils avaient bombardé Oman.
Donc il y a ça. Et puis il y a eu aussi un message, un avertissement de Mohamed Ben Salman. Je crois que c'était hier, en appelant justement l'Iran à la sagesse. Mais attention, parce que Mohamed Ben Salman, c'est pas un adepte de la sagesse particulièrement. C'est un sanguin, et on sait que dès la première frappe sur l'Arabie Saoudite, parce qu'il y en a eu des frappes sur l'Arabie Saoudite, il voulait absolument riposter, et c'est Donald Trump qui lui aurait retenu son bras. Donc il y a aussi cette espèce de situation très, très, très étrange. Ils ont la capacité. C'est quoi les Saoudiens? C'est des armées. Je crois qu'ils ont des Rafales d'ailleurs. Non, mais les Saoudiens sont quand même assez forts. Oui. Parce que mais ils sont capables de faire du mal. N'oublions pas qu'ils ont mené la guerre au Yémen pendant plusieurs années. Cette guerre ignorée d'ailleurs, dont on a si peu parlé. Qui a fait des millions de morts. Donc les Saoudiens, c'est un poids lourd. Donc s'aliéner en ce moment les Saoudiens, avec lesquels d'ailleurs il y avait eu un simulacre de rapprochement sous l'égide de Pékin, c'est très très mauvais, ça marque mal. Mesdames, messieurs, voici Grégory Phillips qui vient de nous rejoindre. Grégory, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui. Je sais que vous travaillez énormément en ce moment. On a réussi à lui octroyer une petite pause de 30 minutes. Alors un peu moins en vérité. Alors qu'il travaille 22 heures sur 24. Haltes aux cadences infernales. Grégory Phillips, il s'est passé quelque chose ce matin, c'est qu'après ces excuses que nous venons d'évoquer du président de la République d'Iran aux pétromonarchies voisines qu'il bombarde, pardonnez-nous de vous bombarder, il y a eu ce matin, au réveil, à 6 heures du matin, heure américaine en Floride, c'est-à-dire que pour nous c'était il y a 2 heures, il y a eu un message, une sorte de réponse au président de l'Iran, de Donald Trump, depuis Miami, qui a dit plein de choses, qui a dit entre autres, vous êtes des losers, quoi. Il y va toujours à la Trump, il leur a dit vous êtes des losers, entre autres, mais il n'a pas dit que cela. Oui, en fait, il y a même 2 messages dont je voudrais vous parler. Celui de Trump qui, au réveil à 6 heures du matin, réagit aux excuses présentées par le président Pezeshkian. Alors, le message est assez long, je ne vais pas vous le lire en entier, mais en gros, il dit donc l'Iran qui sera battu jusqu'à aller en enfer présente des excuses pour avoir frappé ses voisins. Cette promesse n'est faite que grâce aux attaques américaines et israéliennes. Et maintenant, le tyran du Moyen-Orient est en train de devenir le gros loser du Moyen-Orient. Nous allons frapper très fort l'Iran. Voilà. La réponse de Trump aux excuses de Pezeshkian. Et puis, il y a un autre message qui m'est signalé. Vous connaissez Mariam Pirzadeh qui vient sur nos plateaux régulièrement. Qui est journaliste française d'origine iranienne. Qui est vraiment une des meilleures connaisseuses, notamment de la politique iranienne, et qui me signale un tweet d'un député ultra-conservateur du Majlis, du Parlement iranien, donc la frange ultra-conservatrice des hommes politiques, des parlementaires iraniens. Que dit-il sur le message X? Le message télévisé faible, non professionnel et inacceptable de Pezeshkian doit faire en sorte qu'on mette fin au plus vite aux activités du Conseil temporaire censé désigner le guide et aux activités de Pezeshkian. Vous voyez que dans le pouvoir iranien, on parlait de fissuration face notamment à ce qui se déroule depuis 8 jours. Là, vous avez un député du Majlis qui a une voix assez importante et qui prend publiquement la parole pour dire les excuses de Pezeshkian, c'est n'importe quoi, il faut mettre fin à ses fonctions. Ah non, donc il y a une bagarre entre les durs et les mous, là. En gros, il dit c'est un mou. Il n'y a pas de mou. Il n'y a pas de mou, oui, c'est vrai. Donc tous ces gens-là, ils sont des durs, mais ils sont dans des guerres et de rivalités, si vous voulez, là. Et que par conséquent, ils cherchent effectivement à se défendre un groupe par rapport à un autre, là. Et ce que vous avez évoqué, effectivement, dans le Parlement, ça met en évidence la contradiction, véritablement, la divergence profonde au sein de ce régime-là. Le régime, de plus en plus, effectivement, déchiré, de plus en plus fissuré, n'arrive pas à tout acte de sa part
part est contestée d'abord par eux-mêmes. Vous voyez là cette séquence qu'on est en train de voir. On dirait que c'est le dirigeant de Daesh qui est en train, de parler là. Il a mis un petit drapeau, à côté là, avec une personne morte et puis une plante qu'on ne voit pas. Et donc effectivement, c'est un angle très fermé. Et donc effectivement, cela met en évidence la descente aux enfers de ce régime islamiste là. Donc ce régime-là n'est plus véritablement un régime qui était auparavant. Et sincèrement, je pense que dans quelques temps, ça je ne sais pas exactement, eh bien, il va vers l'effondrement total. Et si effectivement les bombardements continuent, eh bien, ça va provoquer, disons, la fuite également de plus en plus à la fois des gens militaires, mais également des civils. Il faut attendre cela, car ces civils-là, qu'est-ce qu'ils vont faire dans une situation là où il y a des bombardements? Eh bien là, ils ont peur. Comment se sauver là? Et ils ont mis des capitaux à droite à gauche. Comment sauver les capitaux? Et donc, véritablement, pour eux, le monde devient un monde obscur et stressant. Donc, c'est la fin d'un régime. Ainsi, même s'il est encore au pouvoir, mais néanmoins, effectivement, c'est la fin. Alors, oui, pardon. Je ne sais pas si c'est la fin. En tout cas, il y a une vraie question. C'est qui dirige l'Iran aujourd'hui? C'est ce qu'on soulignait tout à l'heure. Pezeshkian qui prend la parole pour présenter des excuses officielles aux pays voisins. Normalement, c'est pas à lui. Enfin, normalement, c'est le guide suprême qui décide des opérations militaires, de la politique, etc. Donc, est-ce que c'est ce Massoud Pezeshkian, président de la République islamique, qui aujourd'hui est aux commandes? Est-ce que quelqu'un d'autre dirige en ce moment les gardiens de la révolution, qui sont ceux qui envoient des missiles, notamment sur les pays voisins? Il y a une vraie question sur la gouvernance actuelle de l'Iran. Qui est aux manettes? Est-ce qu'il y a quelqu'un aux manettes? Soit l'Iran capitule, vous voyez, Grégory Phillips, la petite phrase en bras, soit il s'effondre, ça fait partie du texte qu'a posté Donald Trump à 6h15 du matin, heure côte ouest depuis Miami. Voilà, et alors c'est la première fois qu'il parle de s'effondre, collapse en anglais, to collapse. Ouais. Voilà, donc c'est un scénario qu'il faut envisager, la capitulation, l'effondrement, c'est ce que voudraient les Américains. Beaucoup pensent que finalement tout ça n'aboutira peut-être pas à ce scénario que rêvent les Américains, les Israéliens, le peuple iranien dans sa majorité. Et si tout ça ne servait à rien? Oui, sur l'effondrement, c'est un scénario qu'on a évoqué ici pendant cette émission. C'est-à-dire que pour aller jusqu'au bout de cette opération qui pousserait ou à la capitulation ou à l'effondrement, est-ce qu'à un moment donné, les Américains ou les Kurdes ne devront pas mettre des troupes au sol pour simplement aller dans Téhéran, vérifier que le pouvoir n'est plus en place, etc. C'est la question. D'ailleurs, vous avez vu que Trump ne s'interdit plus tout à fait cette option, qui semblait être un no-go de la part du président. Aujourd'hui, dans une interview à NBC, je crois, il ne ferme pas tout à fait cette porte. Je ne vois pas pour l'instant le régime s'effondrer juste par les bombardements. À un moment donné, il faudra peut-être passer un cran au-dessus. Juste sur ce point, Martine Gozlan et Didier Djadi, juste sur ce point-là, les gens vont sortir. Alors, vous n'êtes pas des Madame Irma. Je ne demande pas de faire des prévisions, etc. Mais quand on a vu la férocité dingue, je le redis, moi je fais partie de ceux et celles qui pensent qu'il faudrait qu'on documente les massacres du 8 et 9 janvier qui pourraient relever sur le plan du droit international de crimes contre l'humanité. Je referme la parenthèse. Quand on voit avec quelle maestria logistique ils ont mis en place ces massacres qui ont été préparés, anticipés, orchestrés par des milices étrangères que les Iraniens ont fait venir sur leur sol national. On a nassé, du verbe nasser, une nasse, des populations dans des marchés dont on a obturé les portes. On a mis le feu à l'intérieur de ces marchés. On attendait les gens qui sortaient avec des mitrailleuses posées sur des trépieds et on tuait tout ce qui va. Quand on voit cette espèce de capacité que le régime a eue d'assassiner avec méthode et minutie, comment penser que là, suite à l'injonction de Donald Trump hier ou avant-hier, les gens qui ont perdu un frère, un cousin, un père, une mère,
grands-pères, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont morts, ou des enfants. Il y a même des gens dans ces marchés qui étaient des supporters du régime, qui sont... Bon, comment penser que ces gens qui ont tant souffert renvoient encore un frère, un cousin, un père, une mère dans les manifestations au casse-pipe? Comment penser cela? Parce que s'il n'y a pas ça, Martine Gozlan, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas la rue iranienne qui se réveille demain, après-demain, la semaine prochaine, il n'y aura pas de changement de régime. Mais elle peut pas aller se faire tuer comme ça. D'ailleurs, les injonctions, ce que dit Trump, c'est pas du tout descendez dans la rue en ce moment. Et ce n'est pas du tout ce que dit Reza Pahlavi, le prince héritier. Absolument pas. C'est au contraire, restez chez vous, restez à l'abri, attendez. Et je crois que lorsque, tout à l'heure, on parlait de l'autocongratulation de Trump, il se donnait une note. Il se donnait entre 12 et 15. Et moi, je dirais plutôt qu'on est à la moitié du chemin, parce que aussi bien l'arrivée du troisième porte-avions que les dates, le timing qui est énuméré par les différents temps, la porte-parole de la Maison-Blanche hier parlait de 8 semaines, et tout ça s'éternise. Le porte-avions, il sera pas là avant la fin mars, on le souligne. Donc on est vraiment dans un processus, moi je pense que la guerre sera longue, que le processus est très long, et que avant qu'il y ait une chance pour les démocrates, le peuple iranien, de reprendre son destin en main, il va y avoir toute une évolution dont j'ignore absolument à cet état de fait si elle sera positive, si positive ou non. Et c'est très important, effectivement, le message qu'a transmis Mariam Pirzadeh à Grégory, parce que effectivement, s'il commence à y avoir des tiraillements dans le régime, mais ça veut pas dire qu'il va s'écrouler comme un château de cartes. Ça, je n'y crois pas du tout. Ou alors il va s'écrouler, mais lentement. Il faut quand même... C'est pas en un jour. Et c'est pour ça que cette guerre va durer longtemps. Thomas Schnell nous rejoint. Venez, mon cher Thomas. Je voudrais que vous preniez place avec nous, parce qu'il y a, vous disiez à l'instant, cette guerre va durer longtemps. Il y a eu un moment très fort ces dernières heures où Donald Trump, je crois que c'est lui personnellement qui a rencontré les grands acteurs, les grands vendeurs d'armes, ou plutôt fabricants d'armes en Amérique. Effectivement, réunion hier soir à la Maison-Blanche avec les 7 plus grands fabricants d'armes des États-Unis. On parle notamment de Lockheed Martin et ses avions de combat Raytheon Parent RTX et des missiles BAE Systems et ses canons Boeing pour l'aérien, Honeywell Aerospace et ses batteries antiaériennes, L3 Harris avec des missiles tactiques et Northrop Grumman, missiles et canons mobiles, tous réunis avec Donald Trump. Et ce matin, le président de la République s'est félicité des résultats de cette réunion, puisqu'ils ont tous accepté de quadrupler leur capacité de production, d'accélérer sur leur calendrier, sur leur cadence de fabrication de ces armes. Des entreprises de la défense réunies, ce n'est pas courant finalement, et ça faisait déjà plusieurs mois d'ailleurs que le Pentagone et que l'administration américaine souhaitait les réunir pour les faire accélérer, notamment sur le système Patriot PAC-3 qui a été particulièrement sollicité, on le sait, ces dernières semaines dans les pays du Golfe. Il va passer de la production de 600, donc c'est Lockheed Martin qui fabrique le système anti-aérien Patriot, 600 missiles par an actuellement, 2000 d'ici à la fin de l'année, ou encore un autre système de défense, le Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, qui était 96 missiles produits par an. Il en aura 400 d'ici à la fin de l'année. Voilà, on sait que cette rencontre coïncide aussi avec l'augmentation de l'enveloppe allouée au budget de la défense de 50 milliards, sachant que les Républicains ont déjà obtenu un premier vote, un grand et beau projet de loi, 150 milliards de dollars provisionnés pour justement reconstituer les stocks, puisque d'abord il y a eu la guerre en Ukraine, où les Américains ont fourni beaucoup de leurs armes, ce qui fait que leurs stocks ont été largement diminués. Et là, donc, il faut... ça fait 3000 cibles qui ont été touchés en une semaine, selon l'armée américaine. Il faut bien refaire tous ces missiles, sachant que ces capacités de production seraient illimitées. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Donald Trump, mais il va falloir désormais que l'industrie de la défense suive le rythme, et c'est pour ça qu'une nouvelle réunion d'étape doit avoir lieu dans 2 mois.
Merci, vous avez été très précis, Thomas Schnell. Nous sommes avec un spécialiste des questions de défense, de nucléaire et d'aéronautique. Je cite bien évidemment, je parle de Michel Polaco. Michel, bonjour. Quand je pense qu'on a connu les années du désarmement, les années, vous vous souvenez, antinucléaires, celles au cours desquelles on pensait qu'il y aurait moins d'armes nucléaires, moins d'armes tout court. Voilà. Vous imaginez dans quelle spirale nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et le président américain a rencontré les industriels pour augmenter les cadences, relancer les cadences. Il avait demandé d'ailleurs il y a quelques semaines, vous vous souvenez, que les actionnaires des entreprises américaines qui fabriquent des missiles, des armes, etc., se gavent un peu moins, pardon pour la formulation triviale. Donc vraiment, on est dans une époque, Michel, qui tranche singulièrement avec les années 70, 80 et 90. Hein. Alors, vous avez tout à fait raison, ça tranche. Cela dit, ça fait 4 ans qu'on a commencé, parce que depuis les opérations en Ukraine et depuis qu'on a fait monter la pression d'une manière très très importante, on peut dire intense, eh bien globalement, à peu près tous les grands pays occidentaux ont mis l'accent sur la croissance de leur industrie de défense. Les budgets de défense de l'OTAN, vous avez vu, les Américains ont accéléré leur production, les Français, les Allemands, les Britanniques, etc. Donc ça veut dire qu'on avait déjà commencé. D'autant plus qu'on s'est donné un droit qu'on n'avait quasiment plus, puisque c'était politiquement très incorrect, c'est de redévelopper l'industrie du nucléaire militaire. Et d'ailleurs, vous avez vu les annonces du président Macron il y a quelques jours pour la France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Trump, gouverner, c'est prévoir. Il réunit les industriels de l'armement parce qu'il se dit que quelque part, il consomme quand même beaucoup d'armes contre l'Iran. Et il est obligé d'alimenter aussi les Israéliens qui, eux, ont deux fronts. Ils ont l'Iran, mais ils ont aussi le Liban. Donc ça veut dire qu'il faut d'une part pouvoir poursuivre les opérations et ensuite il faut aussi disposer à nouveau de stocks à la fin des opérations parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc c'est le boulot du président Trump de faire ça parce que c'est vrai que cette guerre est très consommatrice de vecteurs, de missiles, et que, bon, ben voilà, les avions, les hélicoptères, toute la flotte, etc., tout ça, ça tourne, ça fonctionne, ça use. Les hommes aussi se fatiguent, d'ailleurs. Donc, tout ça, il faut le régénérer en permanence. Martine Gozlan, restez avec nous, hein, Michel Polaco. Martine Gozlan, c'est un sujet qui affecte tous les belligérants, en premier lieu les États-Unis. Les États-Unis qui sont allés demander quand même des patriotes aux amis sud-coréens. On vous en a vendu, est-ce que vous pourriez nous les rendre et puis on vous les redonnerait après? Enfin, bon, on voit très bien. Oui, oui, et on voit très bien, par exemple, que le fait de produire davantage de batteries antiaériennes SAD, ça a un impact direct parce que ceux qui en avaient un petit peu, ce sont les Émirats et donc tous les voisins de l'Iran en ont grandement besoin parce qu'ils sont vraiment attaqués et leur défense commence si la défense des Émirats arabes unis dans un contexte pré-conflit était assez sérieuse, pouvait leur permettre de se dire on est quand même protégés, puis de toute façon il n'y a pas de guerre. Maintenant ça commence à s'affaiblir. Michel, il y a une histoire totalement dingue, Michel Polaco, c'est que les Américains vont demander un coup de main tactique, militaire, aux Ukrainiens pour l'interception des drones. Alors ça, c'est quel retournement de l'histoire. Mais c'est savoureux, c'est incroyable. Zelensky va dire, écoute, c'est bon Trump, ok, j'arrive, bouge pas, tu m'attends, je vais t'expliquer comment intercepter ces drones qui coûtent 20 000 €, ces Shahed, en évitant d'utiliser tes intercepteurs qui coûtent des millions et des millions d'euros à chaque fois que tu tires un missile Patriot ou un contre-missile. C'est savoureux quand même, non ? Alors, brillamment énoncé, mais évidemment, les Américains, depuis de très longues années, je dirais
dans la foulée des Israéliens, qui sont en gros les maîtres du drone depuis 50 ans dans le monde, mais dans la foulée, les Américains se sont mis à développer des drones, et notamment lorsque la guerre en Afghanistan s'est déclenchée, ils ont utilisé énormément de drones. Simplement, les Américains, ils ont pensé à développer des drones offensifs. Et évidemment, ils ont développé des drones très sophistiqués, comme le Global Eye, comme celui que nous utilisons, dont le nom m'échappe, mais que les Français ont acheté également, le Reaper. Voilà, ils en ont vendu d'ailleurs beaucoup, faisant d'ailleurs une solide concurrence aux Israéliens. Mais tout le monde s'est lancé dans le drone offensif. Nous aussi, on avait acheté des drones israéliens qu'on a appelés Harfang et qu'on a francisés. Puis on a acheté des Reapers américains. En fait, le problème, c'est que les pays occidentaux n'avaient jamais envisagé d'acheter du pas cher, utilisable comme moyen de défense. Parce que la capacité des Ukrainiens, celle qu'ils ont véritablement démontrée pendant ces opérations, c'est d'une part celle d'utiliser des tout petits drones pour faire du médiatique, faire des images, pour faire des essaims qui gênent, qui perturbent, etc. Et deuxièmement, de développer du drone anti-drone et de développer du drone pas cher pour pouvoir mener des opérations offensives. Ça ne faisait pas partie de la culture, on va dire, occidentale. Il n'y a pas que les Américains. Mais c'est vrai que c'est peut-être le seul étage de leur panoplie qu'ils n'ont pas développé. Merci. Il ne faut pas oublier non plus que les Russes ont évidemment, probablement, envie d'aider un peu les Iraniens d'une manière ou d'une autre, parce que pendant que les Américains sont occupés là-bas, eh ben, ils sont un peu moins occupés en Ukraine.